Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous voir si nombreux. Merci d'accueillir Éric de Marsan. Nous sommes évidemment ravis de l'accueillir à la Cinémathèque. La rétrospective a commencé mercredi soir avec la projection du film de Costa Gavras, section spéciale. Et on va continuer comme ça à traverser l'œuvre d'Éric de Marsan, sa filmographie, avec aujourd'hui évidemment L'Armée des Ombres, qui n'est pas évidemment une date innocente dans son parcours, puisque c'est sa première musique en tant que compositeur de film pour le cinéma. C'est vraiment le moment où il signe. Éric de Marsan, d'ailleurs, peut-être par coquetterie ou pour avoir un aristocrate de plus à son générique, vous verrez que Jean-Pierre Melville a écrit de Marsan avec un 2 plus loin Marsan. Bon, vous nous direz peut-être si vous savez le fin mot de cette histoire. On aura évidemment le plaisir et l'honneur de discuter avec Éric de Marsan à la suite de la projection, tout de suite après le film. Je m'entretiendrai avec lui en compagnie de Stéphane Le Rouge, qui est responsable chez Universal de la collection discographique Écoutez le cinéma, et qui évidemment connaît son sujet. Avec Éric de Marsan, avec Stéphane, nous avons aussi pour cette discussion prévu des extraits de films qui viendront ponctuer en quelque sorte cette courte traversée d'une œuvre profuse. Et puis, à la fin de cette discussion, deux compositeurs, deux musiciens, un pianiste, un trompettiste, Bruno Fontaine et Éric Truffaz, nous feront le plaisir et là aussi l'honneur d'offrir à Éric de Marsan une surprise musicale qui viendra conclure donc cette discussion. Donc voilà, un beau programme, le film de Melville, la discussion, des extraits, une surprise musicale avec Truffaz et Fontaine. Voilà, je ne vous souhaite pas une bonne projection parce que je vais d'abord donner la parole à Éric de Marsan, mais avant de la lui donner, je pose souvent cette question, mais quand je vous vois si nombreux, je ne peux pas y résister. Qui voit l'Armée des Ombres pour la première fois? Voilà, sachez que nous sommes aussi ouverts pour vous. Voilà. À vous, Éric. Bonsoir. En ce qui concerne le nom à particules dans l'Armée des Ombres, c'est parce que on ne se connaissait pas bien avec Jean-Pierre et il était quand même pas très sympathique quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Pas commode. Pas commode, voilà. Et donc il savait très bien que mon nom était écrit en un seul mot, mais je ne sais pas pourquoi, il a... Et ensuite, quand on a fait le Cercle Rouge, il m'a dit de Marsan, vous serez au générique début avec votre nom en un seul mot. J'avais gagné la partie. Donc, mais avant de voir le film, je suis étonné quand même qu'il y ait autant de monde qui ne l'ait pas vu. Mais je vous souhaite une bonne projection. Alors. Mais je voulais remercier en vitesse. J'ai pris un papier, c'est pour ne rien oublier. Mais donc, je veux remercier la Cinémathèque française qui m'offre cette belle rétrospective et ce fauteuil d'honneur dont je suis très fier. Il est au 4e rang, 7e place. Voilà, il est là. Bon. Je suis allé le voir tout à l'heure. Hein. Et donc, je voudrais remercier Costa Gavras, cet homme que j'admire et que je respecte pour son travail, ses films, son engagement politique, culturel et artistique, évidemment. Et puis, remercier aussi Bernard Deloliel, le directeur de l'action culturelle et éducative de la Cinémathèque, qui a fomenté cette rétrospective avec évidemment Costa Gavras, mais aussi avec Jean-François Roger, directeur de la programmation, et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque. Voilà. Et puis il y en a un qui n'est pas innocent là-dedans, il y a Stéphane Le Rouge. Ah oui, ouais, voilà. Mais lui il est en CDD. Hein. C'est ça. Alors je voudrais aussi remercier quand même, parce qu'elles ont été
tellement gentille, Élodie Dufour, qui est la directrice des relations extérieures, Mathilde Brostolin, qui est chargée des relations publiques, et Marianne Gomez, qui est à l'action culturelle. Et pour leurs attentions, leur gentillesse et leur bienveillance, vraiment, je les remercie. Alors donc, on parlait tout à l'heure de Stéphane Le Rouge, il ne faut pas oublier cet instigateur de projet, c'est mon ami, c'est le pape internationalement reconnu pour sa connaissance du monde du cinéma et évidemment de la musique pour l'image. Donc, je lui ferai une bise tout à l'heure en plus. Hein. Et pour terminer, je vais rendre un hommage particulier à Sibylle, mon épouse. Qui me soutient, me conseille, me supporte aussi depuis plus de 5 décennies. Donc, je te prêterai mon fauteuil d'honneur de temps en temps, mais ne t'y habitue pas quand même. Et enfin, merci à vous toutes et tous de vous être déplacés pour voir cette rétrospective et participer avec moi à cette belle fête. Je vous remercie. Et ben voilà, à tout à l'heure, bonne projection. Bien. Eh bien, écoutez, en compagnie de Stéphane Le Rouge, merci d'accueillir une nouvelle fois Éric de Marsan. Que dire Bernard? Sinon, quand on a conçu avec Bernard cette rencontre comme une sorte de promenade sentimentale dans le cinéma d'Éric. Éric, peut-être, c'est une question qu'on avait envisagée tous les deux. Tu as vu souvent ce classique. Quel regard rétrospectif tu portes sur ce film, tes intentions musicales à plus d'un demi-siècle de distance, à chaque fois que tu le revois? Je dois dire qu'à chaque fois que je le revois, c'est un plaisir, un vrai plaisir. Mais pour toutes les choses, pas seulement pour la musique, parce que, évidemment, que je sais que c'est une belle partition, mais je me souviens aussi que Jean-Pierre Melville
avait déplacé les musiques. Dans le film, il y avait certaines musiques qui étaient à la fin, il les a mis au début et vice-versa. Et souvent on m'a dit mais ça t'ennuie pas, ça te dérange pas que le metteur en scène. Eh bien non, j'ai dit non, parce que d'abord c'est son œuvre, c'est son film, et que je suis un collaborateur, même si je suis co-auteur, c'est quand même son film. Donc pour moi, c'était pas très dérangeant qu'il change les musiques de place. On avait même découvert, lorsqu'on avait réédité il y a plus de 20 ans les bandes originales d'Éric pour Melville, que sur ce film L'Armée des Ombres, il y avait beaucoup de matériel que tu as composé. Par exemple, il y avait un thème très lyrique pour le personnage de Simone Signoret, qu'il n'a pas conservé. Et il y avait un morceau que tu avais proposé pour remplacer la citation de l'œuvre du symphoniste américain Morton Gould, devenu par la suite le générique du dossier de l'écran. Donc tu as écrit beaucoup de musique et lui, il s'est réapproprié ton regard sur son film. Oui. Et justement, là, je veux vraiment faire une petite remarque sur Morton Gould, parce que pendant 50 ans, on m'a dit, à chaque fois qu'on me parlait de l'Armée des Ombres, oh là là, qu'est-ce que tu dois te faire comme droit d'auteur avec l'Armée des Ombres, voilà. Et à chaque fois, j'étais obligé de dire, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, je suis désolé, j'aurais bien aimé, mais... Et de toute façon, à l'époque, Melville m'a demandé de refaire exactement la musique de Morton Gould, ce à quoi j'ai répondu que ça ne serait pas possible, parce que, surtout à cette époque, on n'avait pas toute la technique qu'on a aujourd'hui, donc c'était impossible d'arriver à tomber pile, même si on écrivait et on dirigeait au quart de seconde, c'était impossible. Il m'a dit, essayez quand même. J'ai essayé, on l'a joué à l'orchestre, et je me suis retourné, je lui ai fait, et il m'a dit non. Donc, mais c'était bien de le faire, c'était bien, parce qu'en même temps, c'était un exercice de style, voilà. Là, vous avez dit au début, là, tout de suite, que effectivement, vous avez écrit pour Melville, que la musique devait correspondre à certaines séquences, et puis que Melville, qui était un fou de montage, la nuit, quand il travaillait dans son studio de la rue Génère, retravaillait à la table et déplaçait les plages musicales selon son désir ou selon ce que le film lui semblait appeler. Est-ce que et votre réaction de dire, bon, moi je compose, je suis un créateur, mais un créateur au service d'une création qui est le film. Est-ce que d'une certaine manière, cette plasticité qui est la vôtre, finalement cette souplesse, parce que d'autres, on se doute bien que d'autres compositeurs réagiraient autrement, est-ce que peut-être c'est ça l'explication pour laquelle vous ne vous êtes jamais engueulé avec Melville? Parce que presque jamais engueulé avec Melville. Oui, je pense que ça... Il y avait une chez vous, oui, je pense. Parce que lui c'était un ego immense, et votre ego, tout en étant évidemment là, bon, avait une capacité quand même à écouter le besoin du cinéaste. Oui, et en même temps, même dans le Cercle Rouge, il est arrivé que... alors, Cercle Rouge, on était un peu plus, non pas amis, mais enfin, on se connaissait un peu mieux, et il y a des scènes où il m'a dit, là, la musique est bien trop. Et j'ai dit, d'accord, très bien. Et donc, dans l'Armée des Ombres, par exemple, il a déplacé 3 fois ou 4 fois le défilé militaire allemand du début. Qui aurait dû être à la fin. Qui aurait dû être à la fin. C'était au début, au départ. Oui. Puis qu'il a mis à la fin. Oui. Et puis... Et il a changé encore une fois. Mais ça, il a fait sans moi. Je pense qu'il l'a fait même alors que le film venait de sortir. C'est-à-dire qu'il a vu... C'est exact. Il voit le film à la première projection. Il avait déplacé la scène de marche militaire sur les Champs-Élysées devant l'Arc de Triomphe à la fin. Et il dit à sa monteuse, il faut que ce soit au début. Exactement. Ce qui veut dire qu'à l'époque, on parle de copie 35 dans le circuit de distribution des salles. C'est-à-dire que la monteuse a couru toutes les cabines
pour faire une coupure et une collure. Exactement. Alors ça, c'est bien de me le rappeler parce que j'avais oublié ça, oui. Ça fait partie du geste melvillien, on pourrait dire. Alors vous savez que Eric, on parle toujours de ces deux Melville, mais c'est presque deux Melville et demi, puisque tu as été l'orchestrateur et le chef d'orchestre de la partition de François de Roubaix pour le Samouraï, ce qui a déjà été un peu une première approche pour toi du cinéma de Melville. Et on peut dire que le cinéma de Melville est traversé, vous savez, par une sorte de sentiment d'épure, d'ascèse. Et c'est vrai pour la musique. Et quand on écoute les musiques melvilliennes des années 60, par exemple Deux hommes dans Manhattan, fin des années 50, Christian Chevalier, très belle partition, mais très luxuriante, presque sous influence d'Ellington ou de Count Basie. Et puis, brusquement, tout est passé par un tamis, et peut-être que toi, tu incarnes le mieux, peut-être avec de Roubaix, bien sûr, sur le Samouraï, mais cette espèce d'impression où tout se resserre et où le lyrisme et la luxuriance des orchestrations disparaissent. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Et je pense aussi que c'est parce que Melville l'avait demandé à François et a continué à me le demander à moi, cette espèce de musique sans fioriture, c'était son mot, sans fioriture, assez minimaliste. Et pour moi, ça a commencé avec François de Roubaix. Quand j'ai fait l'orchestration du score, je lui ai donné quelques idées de sons, par exemple l'orgue pour le thème, pratiquement le thème principal. Et quand je suis arrivé sur l'Armée des Ombres et que Melville m'a dit « je veux un thème simple, pur, pas de fioriture, quelque chose de... » Et peut-être que j'ai repris inconsciemment... Voilà. Mais peut-être il faut bien faire comprendre que dans quelles circonstances ou dans quelles, j'allais dire, et quelles conditions Melville vous a confié d'écrire la musique de l'Armée des Ombres, c'est-à-dire... Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez lu le scénario? Est-ce que vous aviez vu un premier montage? Vous êtes parti de quoi pour écrire le premier thème? Déjà, quand nous avons fini l'enregistrement du Samouraï, Melville m'avait dit, Monsieur Marsan, parce qu'il parlait comme ça, Marsan, on se reverra. Et puis l'année d'après, il m'a téléphoné ou fait téléphoner, je ne sais plus, pour que j'aille chez lui. Et il m'a dit, bon, vous ne verrez pas le film, hein, je vous le dis tout de suite, mais en revanche, je vous explique ce qui se passe. C'est un film, non pas de guerre, mais de résistance, un film d'homme. Donc il faut que le thème soit très épuré, comme on vient de le dire. Et il m'a dit, j'ai besoin de 3 ou 4 thèmes. Et je suis reparti chez moi, j'ai écrit le thème de Gerbier. Et le personnage de Lino Ventura. Ouais. Et je suis allé lui faire écouter chez lui, rue Génère. Et bon, ça a été validé tout de suite. Il m'a dit, maintenant, il m'en faut un autre. Il faut un thème pour Simone Signoret. Il m'en faut un pour la mort de l'instituteur. Enfin voilà, il y avait 3 thèmes, quoi. Et à chaque fois, chaque samedi, je suis retourné chez lui pour faire écouter un nouveau thème. Et à chaque fois, ça lui comptait, quoi. Voilà. Est-ce qu'il était directif quand même? Parce qu'un jour, tu me dis, il te disait, et si là, cette phrase descendait au lieu de monter, ou vice-versa? Ah oui, non, je crois que c'est dans... Ah oui, ça doit être dans le thème de la mort d'instituteur où... Il a écouté et puis il m'a dit, moi je verrais bien un truc comme ça, vous voyez. Il a sifflé. Il m'a sifflé, c'est pour ça que j'essaye de siffler. Et j'ai dit, pourquoi pas, oui, bien sûr. Je n'allais pas lui dire, oh, dites donc, foutez-moi après. Donc, et puis en fait, il n'avait pas tort, hein, parce que quand on entend le thème avec ce petit rajout de 3-4 notes comme ça, c'est bien, moi ça me convenait.
C'est fou, je découvre aujourd'hui à la Cinémathèque que Éric de Marsan possède au sifflet la technique de Micheline Dax. Voilà. Allez, C'est stupéfiant. allons-y. Éric, est-ce que tu m'autorises à raconter le début de l'aventure du Cercle Rouge? Ah ben, moi, tu as toute l'attitude pour faire ce que tu veux. Hein. Parce que ça prouve à quel point, finalement, le travail du compositeur est un travail d'interprétation des images du cinéaste, et que vous donnez le même film à des compositeurs différents, eh bien vous aurez, à cause de la musique, à chaque fois un film différent. Melville, fan de l'affaire Thomas Crown, de sa musique, confie la partition à Michel Legrand. Je pense un peu déception d'Éric suite au succès de l'Armée des Ombres. Et puis un jour, Melville te rappelle. Comment ça se passe? Ben, ça s'est passé un beau jour, vous savez, il y a une chanson comme ça. Un matin, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que vous pouvez venir au studio à Billancourt? Oui, bien sûr. Bon, vous venez, genre, passe-muraille, hein, en costume gris. Voilà. Il voulait. Après, j'ai compris pourquoi, parce qu'il ne fallait pas qu'on me voie, quoi. Et donc, il m'a dit, voilà, j'ai eu un problème avec le musicien, donc est-ce que vous pouvez faire la musique? Bah, bien sûr, j'ai dit oui, bien sûr. Oui, mais vous n'aurez pas beaucoup de temps parce que le film est déjà monté, on a retiré la musique du musicien et maintenant il faut mettre la vôtre. Alors, vous n'avez pas le temps, vous avez 3 semaines, 1 mois. Alors, je suis reparti chez moi en sautant en l'air, et puis je me suis mis au boulot. Et puis voilà, je suis resté dans les temps qu'il fallait. C'est-à-dire que vous avez écrit la musique du Cercle Rouge en 4 ou 5 semaines, ça veut dire composition, orchestration, enregistrement, mixage, direction. En 5 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous met au pied du mur, ça vous bloque pas, quoi. On peut dire que ça vous déclenche, non? Ça déclenche. Moi, de toute façon, je le dis toujours, ma façon de travailler, c'est comme ça. J'ai travaillé le dos au mur, dans l'urgence, et là. Mais ça je pense que c'est moi qui suis comme ça, mais ça vient aussi du fait que quand j'étais chez Michel Magne comme assistant, compositeur Michel Magne, qui a fait des films merveilleux pendant plusieurs années de suite. Il faisait 4 films par an. C'est lui, les Tontons Flingueurs, ou Un singe en hiver, par exemple. Voilà. Et Compartimentueur de Costa Gavras. Du président Costa. Et Un homme de trop. Et Un homme de trop, toujours de Costa Gavras. Et avec Magne. Et Magne m'avait dit, écoute, il y a un moment dans l'écriture, quand on est vraiment talonné par le temps, on ne réfléchit plus. C'est écriture pratiquement automatique. On écrit, on ne réfléchit pas. Et il me dit, moi ça a toujours marché, tu vois, peut-être que ça va marcher pour toi. Et en effet, hein, quand vraiment il n'y a plus de temps, on ne se prend pas la tête à trouver une formule, tomber une petite mélodie, ça va pas, on déchire la partition. Non, là on ne peut plus. C'est la formule de Picasso. Quand je n'ai pas le temps de chercher, je trouve. Exactement. Voilà. Alors on a préparé une séquence du Cercle Rouge. C'était difficile parce qu'il y a comme un choix assez vaste. Et je trouve que c'est une séquence qui a un traitement musical assez insolite, très rythmique. Un prisonnier, interprété par Gian Mario Volonté, qui fait un trajet en train, accompagné par un commissaire de police joué par Bourvil. Ce prisonnier arrive à s'échapper du train et on lance une battue géante. Voilà, Thibaut, si tu veux bien, on va voir le premier extrait.
Alors, Éric, comment est-ce que tu pourrais nous raconter le traitement rythmique et... Le traitement rythmique, d'abord, j'ai demandé, je suis en train de chercher comment expliquer l'histoire des repères métronomiques. J'ai demandé à Daniel Humer qui est un merveilleux musicien, batteur, suisse. Qui... Je dis, voilà, je t'explique la séquence. Moi, l'orchestre va monter comme ça, et hop, il redescend. Et pendant ce temps-là, je voudrais que tu improvises, en fait, depuis le départ, avec presque rien, avec des petits ballets sur la caisse claire, pas grand-chose, et que tu montes en même temps que moi, et que tu arrives à la fin avec les tomes, les timbales, les tambours, tout ça. Pas les timbales, non. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et on a fait ça à l'image. Et lui, il l'a fait à l'image, et je lui ai demandé qu'il le rejoue, qu'il fasse 2 recordings différents pour qu'on ait une espèce de masse de percussion. Et voilà, et donc pendant ce temps-là, l'orchestre et les cuivres montaient comme ça, en suivant évidemment les changements de plan. Voilà. Donc là, les instruments que vous mobilisez sont lesquels? Que je quoi? Les instruments que vous utilisez pour l'orchestration. quels sont les instruments? Principalement la batterie, et ensuite des cordes qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est fait exprès, ça monte un petit peu. Et c'est surtout les cuivres qui, eux, arrivent petit à petit par des longues tenues, arrivent à une espèce de paroxysme, et au moment où on s'aperçoit que il s'est échappé, il a traversé la rivière, on ne le retrouvera pas, quoi. Donc ce long crescendo comme ça qui crée une tension assez étonnante. Et quand tu enregistres par exemple ce morceau ou d'autres morceaux du Cercle Rouge, comment se comporte Melville en science? Parce que Melville est un grand mélomane, mais sans être lui-même musicien. Et il a cette frustration de ne pas connaître techniquement la musique. Melville, pour les 2 films, peut-être encore plus pour le Cercle Rouge, je ne l'ai pas vu dire quoi que ce soit, ouvrir la bouche. Quand je me retournais, il me faisait
Donc c'est tout. Et il a été extraordinaire avec moi. Là, pour le coup. Bon, je lui avais le jeu, c'était de refaire un peu l'esprit du Modern Jazz Quartet, un peu l'esprit de John Lewis, qu'il avait viré dans un autre film d'ailleurs. Le deuxième souffle. Et donc j'étais parti du quartet de John Lewis, et auquel j'ai ajouté un peu de cordes, un peu de cuivre, quelques bois, et puis beaucoup de percussions. Donc en fait, Melville fonctionnait en cinéaste cinéphile, c'est-à-dire qu'il vous a montré en boucle un film où on entendait le Modern Jazz Quartet, qui est ce fameux film de Robert Wise, Le coup de l'escalier, rétrospective Robert Wise en mai prochain à la Cinémathèque française. Donc il vous montre ça pour vous faire comprendre dans quel esprit de jazz, en quelque sorte, il veut que vous travailliez, mais il passe par le cinéma en quelque sorte pour vous faire entendre la musique qui l'intéresse. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui. Et son langage. Oui. Non, puis il avait cette idée, parce qu'il avait pour chaque film, il avait des idées précises, sans pouvoir les mettre en œuvre lui-même, évidemment, mais il savait ce qu'il voulait. Et c'est ça qui est important et intéressant chez un metteur en scène, c'est quand il vous dit, bon voilà, alors là, je voudrais ça et ça et ça et ça. C'est mieux qu'un metteur en scène qui vous dit, écoute, démerde-toi, c'est toi qui fais le boulot. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant pour quelqu'un qui vous dit, par exemple, écoute, moi je sais comment placer ma caméra, alors toi tu dois savoir écrire ce qu'il faut. Ça aide moins, quoi. Oui, puis ça ne met pas en confiance. On est en insécurité avec ce genre de personnage. Avec Melville, bien sûr, j'étais en insécurité un peu parce que, comme tout musicien face à un metteur en scène, on se dit, est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'il va aimer ça? Est-ce que là, est-ce que c'est bien? Mais justement, avec lui, j'ai eu aucun reproche, aucun changement. Si, le petit changement dans l'Armée des Ombres. Voilà. Enfin, il y a un rapport générationnel aussi. Vous imaginez Eric à l'époque, à 30 ans, et Melville pourrait être ton père, quasiment. Il incarne une sorte d'autorité, donc forcément, on a forcément le trac devant un cinéaste comme lui, a fortiori sur ses premiers films. Ben oui. Tu n'avais pas 10 ans de parcours à ce moment-là derrière toi. Non. Et donc, Melville, vous savez, donc, va disparaître en 1973 en écrivant un film qui restera inachevé, qui s'appelle Contre-enquête, pour Yves Montand. Et film pour lequel il voulait retrouver Eric, donc ce seront des retrouvailles qui n'auront jamais lieu. Dans quelle mesure est-ce que cette étiquette Melville, pour la suite de ton parcours, a été à la fois un avantage, une carte de visite, ou parfois un handicap, ou les deux? Je crois que c'est les deux, parce que, bien sûr, c'était une carte de visite, comme tout à l'heure, tu le disais, je suis le seul musicien français à avoir fait 2 films et demi avec Melville, mais ça, mis à part, ça m'a pas, comme on dit, apporté beaucoup de boulot après. J'ai fait d'autres films, oui. Peut-être rétrospective à la Cinémathèque. Oui, mais un peu plus tard. Plus tard, oui. Ouais. J'ai fait d'autres films après, mais je suis allé les chercher à chaque fois de moi-même. On n'est pas venu me chercher, quoi. Voilà. Mais quand même, dans l'exemple des 2 films melvilliens, ça prouve aussi votre adaptabilité, c'est-à-dire que dans le premier cas, L'Armée des Ombres, vous travaillez, j'allais dire, en aveugle, sans voir une image, sans presque lire le scénario. Dans le cas du Cercle Rouge, vous arrivez après la bataille. Et vous avez là les images, le scénario et tout. C'est-à-dire que vous êtes capable d'écrire de la musique de film, j'allais dire, sans image ou avec le film déjà terminé. Il y a une façon que vous préférez ou finalement vous vous dites le musicien de film, quel que soit le moment où il doit intervenir, c'est comme ça, c'est impur. C'est impur le cinéma, c'est impur la manière dont ça se fabrique, et donc on s'adapte. Mais est-ce qu'il y a quand même une méthode que vous avez fini par privilégier ou qui s'est imposée?
En fait, dans la totalité des films, enfin la majeure partie des films et des séries que j'ai fait, c'était toujours assez variable, assez disparate. J'ai fait des films uniquement sur le scénario et des séries aussi, voire Hervé Alpin par exemple, avec qui on a travaillé pratiquement toujours sur le scénario. Et puis d'autres moments, le film était fini, je voyais un premier montage, et à partir du premier montage, on définissait avec le metteur en scène les endroits et les temps où il y aurait de la musique. Spotting, ouais. Mais donc l'imagination dans ce cas-là, enfin, l'imagination musicale qui est sollicitée, j'imagine, n'est pas la même. Quand on a vu les images, comment dire, j'imagine que c'est pas la même création que lorsqu'on a une page blanche. Oui, c'est vrai, certainement. Je me souviens par exemple d'être sorti du studio de Billancourt pour voir, après avoir vu le premier montage du film qu'on a vu l'autre jour de Edward Loons. L'humeur vagabonde. L'humeur vagabonde. Je suis sorti du studio, je suis monté dans ma voiture, j'avais un carnet à musique, et j'ai écrit d'un coup, comme ça m'est venu, j'ai écrit le générique, enfin le thème principal. Et puis ça m'est arrivé quelquefois, et même en voiture, quand je conduisais, eh ben, mon épouse était en train d'écrire à côté ce que je lui dictais, quoi. Et elle est sur le dépôt SACEM ou pas? Pardon? Elle est sur le dépôt SACEM? Elle n'est pas sur le dépôt SACEM. Non. Mais enfin, quelquefois, elle a signé pour moi parce que j'avais des problèmes avec les impôts, peut-être à l'époque. Je sais pas. Fais gaffe, on n'est pas loin de Bercy quand même. On est filmé. On est filmé. Juste pour vous dire qu'il y a plus de 20 ans, avec Eric, dans une collection dont je m'occupe, dans une petite maison de disques indépendante, Universal Music France, une collection qui s'appelle Écouter le cinéma, on réédite donc son doublé melvillien, L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge. Et là, il va se passer quelque chose d'inouï, et je trouve que c'est une situation presque rêvée, c'est-à-dire qu'un cinéaste achète ces deux albums, un cinéaste fou de Melville, et puis découvre qu'Éric de Marsan, qu'il imaginait sûrement de la génération de Melville, il s'aperçoit qu'Éric avait 30 ans à l'époque de l'Armée des Ombres, et donc il va le contacter. Non seulement il le contacte, non seulement il lui confie la musique de ce film, mais en plus, à l'intérieur du film, il se permet de rendre un hommage à son compositeur de façon assez étonnante. Si Thibaut peut envoyer l'index numéro 2, ce serait sublime. Il n'y a vraiment plus rien de sacré dans ce monde. D'habiter Paris. À cette époque, les logements n'étaient pas aussi chers. C'est ma femme qui a insisté. Pourquoi vous racontez ça? Je m'en fous, vous savez. Je suis seulement là pour écouter ce que vous avez à me dire à propos de Rachel. Oui, évidemment. Ce que je sais sur la petite est un peu délicat. D'ailleurs, je ne suis pas certain que cela ait beaucoup d'importance pour votre enquête. N'y voyez aucune malice. Et accordez-moi le bénéfice de l'âge. En dehors des visites de ma nièce, ma vie s'organise dans cet appartement, et il y a 6 mois encore, de façon virtuelle dans celui du dessus. Voilà. C'est ici que je dors, plutôt que je m'allonge, au-dessous d'elle. Comme je vous l'ai dit, je me suis habitué à sa présence. Je finis par la connaître sans la voir. Il m'est souvent arrivé de l'entendre faire l'amour.
Plusieurs semaines avant sa disparition, elle ne l'a plus fait de la même manière. Comme si elle n'avait plus le même partenaire. L'acte était, comment dire, moins violent, plus charnel, peut-être. Attendez un instant. Elle est venue hier soir et m'a demandé si je pouvais lui garder ceci pendant quelques jours. Elle a dit que c'était un cadeau pour son petit ami et qu'il ne devait pas le trouver chez elle pendant son absence. Quel petit ami? Je ne sais pas. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle n'est jamais venue le récupérer et je ne l'ai jamais ouvert. Voilà. Maintenant, je suis débarrassé. Vous en savez autant que moi. Vous me tiendrez au courant si vous trouvez quelque chose? J'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit, mais vous le ferez. Bah non. Merci. Une affaire privée, Guillaume Niclou. Première partition d'Éric pour Guillaume Niclou, des films qui sera projeté Tout à l'heure à 19h30 en présence de Guillaume Niclou et de Éric de Marsan. Alors, Éric, il faut que tu nous racontes comment se passe cette rencontre avec ce cinéaste qu'à l'époque, tu dis, je me souviens des mots que tu utilisais, tu disais, j'ai rencontré le fils caché de David Lynch et de Melville. Non, non. C'est toi qui l'as dit, ça. Non. Ouais. Alors, comment ça se passe? Tu te retrouves mis en abîme, ta propre filmographie mise en abîme, et comment se fait cette soudure entre le thème de l'Armée des Ombres et la partition originale? Bon, ça, c'est une question de technique. Quand j'ai vu le film, je lui ai dit, dis donc, t'es gonflé d'avoir fait ça, c'est bien, je suis content. Il dit, oui, mais alors maintenant, tu sais ce que tu vas faire, tu vas rester à l'intérieur de la télévision, puis tu vas en sortir, et tu vas continuer le thème de Gerbier, et après, tu repartiras sur le thème du film. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et c'était amusant à faire en même temps. J'ai bien aimé. Mais en même temps, l'époque a changé et tu te retrouves devant un cinéaste qui, par exemple, à l'inverse de Melville, de tas d'autres cinéastes, déteste l'accroche, l'écriture, mélodie, thématique. Ah oui, il y en a beaucoup maintenant, en effet. C'est-à-dire Il faut expliquer là pour c'est-à-dire que, en effet, dans les musiques de Melville que j'ai faites, c'est vrai, il y a beaucoup de mélodies, beaucoup de... par exemple, le thème de Gerbier, c'est une mélodie qu'on peut retenir. Quand aujourd'hui on écrit... J'ai fait des thèmes pour Moki. Pour Moki, c'était vraiment presque des chansons, quoi. Aujourd'hui, très souvent, ça ne veut pas dire tout le temps, hein, évidemment, mais très souvent, la musique, c'est une boucle de 4 mesures qui revient, et s'il y a une mélodie, il faut vraiment tendre l'oreille, parce que moi, j'en entends plus pratiquement des mélodies, à part certaines qui sont encore magistrales. Et je me souviens, à l'époque, tu as dit, j'ai écrit quand même des thèmes pour une affaire privée, mais j'ai dû les camoufler sous l'orchestration. Ah oui. Oui, mais ça, je pense que Guillaume, son univers, c'est pas la mélodie, justement. Lui, c'est des espèces de nappes qui bougent presque pas, comme ça, parce que il veut donner une atmosphère à la fois musicale et à la fois, comment on dit... Atmosphère. Oui, voilà. Et je dirais que lui, c'est vraiment sa façon, en tout cas à l'époque, c'était sa façon de concevoir la musique d'un film. Donc, en effet, j'étais obligé de camoufler les mélodies à l'intérieur de masses qui se déplaçaient lentement, parce que je voulais conserver mes mélodies quand même. Hein. Oui, pardon. Non. Justement, si vous deviez comme ça, peut-être c'est impossible, ou peut-être vous avez évolué avec le temps, mais si vous deviez vous-même qualifier votre style, vous diriez que vous êtes quoi? Justement, un compositeur plutôt mélodique, vous êtes un lyrique, vous êtes un mélancolique. Comment vous qualifieriez
couleurs de votre musique? La mélancolie, ça peut être lyrique aussi. Hein. Mais moi, pour moi, je suis mélodiste et j'aime le lyrisme, j'aime pas non plus quelque chose de trop... comment, mielleux, je cherche un mot que je trouve Suave, sucré. Oui, mais le lyrisme, j'aime bien. Et donc, je pense que c'est ça ma façon d'écrire. Voilà. Et dans l'extrait qu'on vient de voir, donc d'une affaire privée, bien sûr, il y a ce pont que vous faites entre vous et vous, enfin entre, disons, la musique de l'Armée des Ombres et celle d'une affaire privée, mais on voit aussi, et le film est comme ça, on voit aussi que c'est très dialogué. Oui. Donc comment on fait aussi pour comment dire, faire en sorte que dans un film, le dialogue coexiste avec la musique. Sans parasitage. Sans parasitage. Ben, je pense que là, c'est le travail principalement du musicien de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et pour qu'un dialogue soit lisible, qu'on l'entende bien, il faut que la musique, non pas soit tout doux, tout doucement, mais il faut choisir les instruments qui vont rester quand même derrière le dialogue sans le gêner. Donc il y a évidemment le piano, ça gêne jamais un dialogue. Il y a les cordes, en revanche les cuivres, non. Les bois, non. Un hautbois, ça sort, on peut jouer pianissimo, ça sort toujours trop, sous un dialogue. Donc voilà. Ou un violoncelle qui peut parfois parasiter au niveau de la tessiture, certains timbres. Oui, mais justement, c'est pour ça que je parlais du hautbois, par exemple, ou du corps. Ou de la grosse caisse. Oui. Donc ne jamais utiliser un corps dans un dialogue de cinéma. Moi, c'est ce que je pense. Ah oui. C'est bien de donner quelques conseils pratiques. Et comment est-ce que pour toi, Éric, alors tu me diras qu'il n'y a que des cas particuliers, mais comment se forge une idée musicale? C'est toujours très mystérieux quand on est de l'autre côté de la vitre. Est-ce que ça commence justement par une accroche mélodique, thématique, une trame harmonique, une idée rythmique? Ça vient comment? Moi, ça me vient. C'est bizarre parce que ça me vient par la mélodie, mais par exemple, quand je cherche une mélodie pour un film ou une séquence précise, mes doigts tombent sur la tonalité qu'il faut. Et ça, je ne peux pas l'expliquer. Donc, le thème de Gerbier, Fa mineur. On ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois, c'est comme ça. Je ne chante pas dans ma tête, parce que, encore que, mais ça va ensemble. J'ai une idée de mélodie et ça tombe sur une harmonie spéciale que j'attendais pas, quoi. Et tu cherches jamais à essayer le thème dans une autre tonalité? Si, ça peut arriver, parce que on peut faire des modulations qui... Transposer, oui, et transposer les choses. Mais le thème de départ, pour moi, il y a une mélodie, point. J'aurais pas pu écrire le thème de Gerbier en ré mineur. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et ça, je ne peux pas l'expliquer. Alors vous savez que orphelin de Melville, dans les années 70, Éric va développer des collaborations avec Bernard Paul, Édouard Loons, Costa Gavras, Mocky, 5 films avec Mocky. 7, pardon. 7 films avec Mocky. Je ne demanderai pas à Éric de nous chanter la chanson du roi des bricoleurs. Attends, je te coupe une seconde, mais en tout cas, voilà, l'homme qui peut chanter le roi des bricoleurs. À chaque fois qu'il me téléphone, il commence par ça. C'est vrai, souvent je prends une flûte à bec et je joue à Éric, à la flûte à bec, le thème du roi des bricoleurs, qui est un Mocky assez ovniesque quand même, il faut le dire. Et donc, il y a toute une série de partitions. Costa Gavras, bien sûr, parce que Section Spéciale a fait l'ouverture de la rétrospective. Sébastien Japrisot, romancier, qui était un de tes amis proches. Et puis, il y a une partition que Éric cite
systématiquement comme l'une de ses partitions de référence. Il dit toujours, là, c'est une partition proche de moi, de mes ambitions, proche de mon cœur, pour 1000 raisons qu'il va nous expliquer tout de suite. Mais je vous propose tout de suite d'abord qu'on l'écoute, cette partition, et qu'on voit les images auxquelles elle est destinée. Thibaut, index 3. Je suis exclu de la faculté. C'est assez. Vous faites perdre mon temps. Il faut absolument que vous appeliez ma banque pour prévenir de mon retard. Vous n'avez toujours pas dit ce que vous en pensez. Vous ressemblez trop à votre femme. Des yeux pour ne pas voir. Des oreilles pour ne pas entendre. C'est dégueulasse, digne d'une salope. Quelle casse! Robert, deuxième film de Pierre Zucca, et votre unique collaboration. J'ai vu Sylvie Zucca dans la salle, qu'on peut applaudir, qui défend formidablement l'œuvre de son mari. Pierre Zucca, grand photographe de plateau, mais pas que, passé à la mise en scène. Et tu as cette idée de ce mécano orchestral complètement hirsute, saugrenu, c'est-à-dire d'avoir deux sax free jazz, accompagné par une formation de cordes et de bois sur un rythme de tango. Pourquoi ? Parce que si vous avez l'occasion, je vous engage à voir le film. Si vous voyez le film, vous allez voir que c'est quand même assez déjanté. Et moi, je ne pouvais pas penser autrement que de faire une musique déjantée, quoi, avec un mélange de genres. Deux saxos qui jouaient free jazz sur un tango de jazz avec des cordes, avec des bois, un piano très en avant. Et quand j'ai proposé ça à Pierre, il m'a dit d'accord, parce que lui, il avait une idée de départ, c'était peut-être une musique de cirque. Ce qui était pas mal non plus comme idée, parce que vu le contexte et vu les rôles et les comédiens, ça aurait pu très bien marcher. Parce que c'était carrément à l'opposé de ce que voulait raconter le film, quoi. Et puis, en définitive, j'ai fait ça. J'ai fait du tango de jazz avec du free jazz par-dessus. Et j'ai adoré faire cette musique. Et c'est vrai que j'ai dit... en sortant du studio à Londres, j'ai dit, je crois que aujourd'hui, j'aurais pas pu mieux faire. Et c'est une musique que j'aime bien. Et en plus, évidemment, elle me rappelle Pierre, et que Pierre, j'avais vraiment beaucoup d'amitié pour lui, et je pense que c'était partagé. Et en plus de ça, à Londres, j'avais un chef qui était extraordinaire. On aurait dit
comment on pourrait dire, c'était un petit bonhomme roux qui sautait en l'air comme ça, en dirigeant, et qui était Harry Rabinovitch. Si vous avez l'occasion de regarder les disques, il a beaucoup orchestré, c'est vraiment un merveilleux musicien. Mais là, tu vois, tu réponds tout à l'heure, à l'instant, à une question de Bernard, c'est-à-dire comment apprendre à décoder un metteur en scène, ou presque, c'est presque un travail d'analyse. Tu as un cinéaste, Pierre Zucca, qui te dit « je veux une musique de cirque ». Tu ne vas pas écrire une musique de cirque à l'arrivée, mais tu vas garder l'intention de cette demande qui est le dérisoire. Ouais. Mais tu le traduis à ta façon. C'est ça, en effet. Et avec cette idée, enfin, qui est en filigrane, on voit bien que ce soit avec Mocky, Pierre Zucca, Guillaume Niclou, pardon, en fait, ce que vous cherchez dans la collaboration, c'est aussi qu'à un moment, cette collaboration devienne amicale, ou qu'il y ait une forme d'exultation, quelque chose que, peut-être, j'imagine, quand on lit votre biographie, vous éprouviez quand vous étiez pianiste à Montmartre, avec les amis avec lesquels vous étiez, avec Michel Magne dont vous parliez. Donc, vous n'êtes pas du tout un musicien de film, je dirais, dans sa tour d'ivoire, qui dit « j'ai compris », qui s'isole, qui compose, qui délivre et qui demande à ce qu'on ne touche pas à une note. C'est un processus vivant, quoi, de votre plaisir de création. Oui, c'est vrai. C'est vrai que D'abord, il faut évidemment que le thème du film ou de la série me parle, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que j'aime bien être en confiance avec un metteur en scène qui me dit presque rien, me laisse tranquille, me laisse travailler, mais je sais que on se fait confiance, quoi. Mais est-ce que tu as aussi, je pense, tu fais partie des quelques rares compositeurs qui aient un regard critique, autocritique, c'est-à-dire que tu connais la valeur de tes partitions. Hier, tu as présenté avec Luc Béraud, qui est là, qu'on peut applaudir, Plein Sud. Et un jour, tu m'as dit, c'est peut-être l'un des plus beaux films sur lesquels j'ai travaillé, j'aime beaucoup ce film, mais au niveau de ma partition, je ne suis pas content de moi à 100%. Oui, c'est vrai, parce que pour le coup, avec Luc, on n'a pas eu beaucoup de temps, parce qu'il avait un autre musicien, et il l'a répudié. Dégueulasse quand même, ça. Il s'en expliquera un autre jour. Ouais. Et quand il a fait appel à moi, encore une fois, le film était carrément fini. Il fallait que je le trace, que je m'arrache. Hein, et c'est pour ça que j'ai pas eu quand même assez de temps de réflexion. Et que j'ai eu des réminiscences d'un autre compositeur. Et c'est ça qui me plaît pas. Voilà. Pour un thème. Le reste, j'ai bien aimé. J'ai fait un thème d'amour, un thème qui cavale un peu. Bon, tout ça, ça allait. Mais il y avait. Et donc, j'ai pas eu. C'est-à-dire, vous dites qu'à un moment, vous avez trop ressenti ou trop laissé venir en vous une influence. C'est ça que vous voulez. Exactement. On peut le citer, ce compositeur ? Non, on ne va pas le citer parce que... On remarque, c'est à moi que ça peut faire du mal. Non, au contraire, c'est peut-être un hommage. C'est Georges Delrue. Ouais. En général, Eric, quelle étape de la confection, de la partition d'un film tu préfères ? Est-ce que c'est vraiment le dialogue ou accoucher un metteur en scène ? Le spotting, donc cette étape où l'on décide de l'endroit où chaque musique doit démarrer et s'arrêter. L'écriture, l'enregistrement, le mixage, c'est quoi ? L'endroit où on décide de mettre de la musique et pour combien de temps, ça c'est un travail beaucoup plus technique. Moi, ce que j'aime bien, c'est à partir d'une histoire, à partir de quelque chose que je lis ou qu'on me raconte, c'est vite rentrer chez moi et me mettre au piano. Et là, presque tout le temps, je trouve au moins le thème. Donc ça, c'est ça qui me plaît le plus, quoi.
Et après, ce qui est bien aussi, c'est les trouvailles qu'on fait quand on a choisi l'orchestre, les trouvailles qu'on fait, les petits trucs de... Ah tiens, là, il y a une flûte, bah, ça c'est bien ça. Et c'est réfléchir sur l'orchestration, mais ça vient dans un deuxième temps. Et puis, après, bon, bah, quand on définit les temps avec le metteur en scène, je crois on est presque toujours d'accord, quoi. Mais c'est un moment intéressant aussi. Et ma question était, quelle est ton étape préférée? Mon étape préférée, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Je vois un film, je monte en voiture et j'écris le générique dans la voiture. L'inspiration, le moment de l'inspiration. Sans voiture, tu peux pas écrire. Voilà, et c'est pour ça que... Non mais je me souviens de notre cher Antoine Duhamel sur cette même scène. Au début, premier hommage rendu à un compositeur à la Cinémathèque Bercy. Antoine, sortant cette très jolie phrase, il disait « Mais les histoires des autres ne m'intéressent pas forcément. Est-ce que tu peux aussi arriver, tu vois un film au montage et le film ne déclenche pas d'idée, ne chatouille pas ton inspiration ?» Ah non, mais ça peut arriver que le film ne m'enthousiasme pas vraiment, pas forcément. Ça m'est arrivé très très peu souvent, je dois dire. Mais ce qui est curieux, c'est que les 2 fois où ça m'est arrivé, ou bien j'ai jeté mes partitions en l'air et j'ai pas fini la musique, ou je me suis engueulé avec le metteur en scène, ou il m'a viré. Voilà, j'ai les 3 cas. Alors, ce qu'on adore tous chez Eric, c'est justement cette idée d'aller chercher des timbres typés, inhabituels, insolites, et puis de les déraciner, de les couper de leur emploi folklorique. Je pensais aux mandolines de l'ombre d'une chance, chez Mocky, toujours à la scie musicale, dans le premier Mocky, dans des bis rouges, les 2 sax free qu'on vient d'entendre, et puis il y a une partition aussi, je sais que tu aimes beaucoup, et c'est une partition qu'on ne peut pas réduire à un thème précis, donc on a fait un petit bout à bout avec Bernard de 2 séquences de ce même film, de façon à ce que vous ayez un aperçu de cette partition qui, je pense, est l'une des plus ambitieuses de Monsieur de Marsan, index numéro 4. On appuie sur play. Il va mourir, Dimitri. Mais non. Voilà. C'est pas encore pour cette fois-ci. Merci, monsieur. C'est carnaval aujourd'hui? Oui, c'est mon anniversaire. Hein? Attendez, il faut que je remplisse une fiche. Oh non, c'est pas la peine. J'ai dit attendez. Bon, pour commencer, c'est quoi le numéro de vos parents? Bah, on habite juste à côté. Numéro? Ils sont pas là, ils sont en Irlande. Mais il y a bien quelqu'un qui s'occupe de vous. C'est quoi le numéro? Oh, mais c'est à 2 pas. Ah, mais moi je vous laisse pas partir comme ça, hein. Laurent! Laurent!
Attention, les enfants regardent, Curiosité de Serge Leroy, et film très prémonitoire sur le rapport aux images. Partition donc notamment construite sur 3 thèmes qu'on vient d'entendre, et notamment dans le dernier, l'utilisation surprenante de cet instrument et de cet instrumentiste, le glass harmonica, avec à l'époque le virtuose du glass harmonica, qui s'appelle Bruno Hoffmann, musicien allemand, et que Philippe Sard a utilisé notamment dans Locataire, et Nino Rota dans le Casanova de Fellini. Comment et pourquoi le glass harmonica sur ce film? Parce que, bien qu'il y ait des choses qui sont toujours très réalistes dans le scénario, il y a quand même une espèce d'ambiance d'ambiance un peu féerique. Fantastique. Oui, cette espèce d'ogre qui arrive et c'est pas naturel, quoi. C'est pas. Et j'ai trouvé que mettre les enfants dans cette ambiance un peu de glace harmonica, ça collait bien. De même que le thème choral, j'ai mis comme parole, j'ai mis des syllabes d'un alphabet amérindien. Et donc, comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe, on n'entend que des sons, comme ça, sur la musique. Voilà, ça c'est pour le thème des enfants du soleil, et puis il y a le thème le 3e thème qui est clavecin cordes, celui de clavecin, ça rappelle un peu les enfants si on veut. Enfin bon, voilà, c'est et en même temps ça colle très bien sur les enfants. Est-ce que c'est compliqué d'écrire et d'orchestrer pour du glass harmonica? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme... Parce que tu découvrais cet instrument avec ce film. Écoute, je connaissais bien sûr l'instrument lui-même, mais j'avais jamais écrit pour. Et j'étais quand même bien embêté d'avoir choisi ça. Donc, pour Bruno Hoffmann, je lui ai écrit les mélodies, les accords en dessous, le chiffrage, et c'est lui qui a... Parce que c'est quand même un drôle d'instrument, hein. On joue avec des verres remplis d'eau, plus ou moins remplis pour avoir les notes les plus précises possibles, et pour faire des accords. Et Bruno Hoffmann faisait des accords de 4 sons, c'est-à-dire qu'il jouait sur 4 verres en même temps. Et donc, vous voyez, il les faisait tourner comme ça. Donc c'est très costaud, et moi je ne savais pas écrire pour ça. Je ne sais pas si on peut écrire pour ça, j'en sais rien. En tout cas, j'avais fait une ligne mélodique, et puis les accords chiffrés, et bon, c'était un virtuose, donc c'était vachement bien, quoi. Est-ce qu'on passe au dernier module? Oui. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, assez récemment, il y a 5 ans, dans la vie d'Éric. Mais ne me regarde pas avec cet air inquiet. Je cherche ce que tu vas dire, et je suis un peu effrayé d'avance. Alors, cet homme te connaît. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a fait pire que moi, je peux vous le dire, parce qu'on est vraiment entre nous, c'est qu'il y a des années, dans une rencontre avec Éric de Marsan
et Guillaume Niclou. J'ai demandé naïvement à Guillaume Niclou, Ça y est. quand as-tu rencontré Éric de Marsan? Et Guillaume Niclou a répondu devant le public, j'ai rencontré Éric à l'époque où il vivait avec la chanteuse Michel Thor. Et le lendemain, c'était sur la fiche Wikipédia d'Éric. Il a vécu avec la chanteuse Michel Thor. Voilà. Donc non, c'est très sérieux, c'est qu'il y a 5 ans, tu as été rattrapé par... C'est très sérieux, je ne connais même pas Michel Thor. Non. Il y a 5 ans, tu as été rattrapé par Melville pour un documentaire qui s'appelle Melville, le dernier samouraï, réalisé par Cyril Lotti. Cyril, est-ce que tu es là? Est-il là? Non. Il devait être avec nous, mais est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est passé ce moment? C'est-à-dire, toi qui as été aussi près de Melville au montage, tu retrouves un cinéaste qui devient le sujet du documentaire en question. Ah ben, c'était une belle rencontre déjà avec Cyril. Et puis le thème du film qu'il a réalisé, pour moi c'était, je sais pas, à la fois c'était touchant et à la fois j'avais un grand bonheur d'écrire sur Melville au lieu d'écrire sur les films que nous avions fait ensemble. Et donc j'ai recherché, et dans les thèmes et dans les orchestrations, j'ai recherché la couleur que j'avais sur le Cercle Rouge, par exemple. Pour toi, c'était une extension directe Ouais. à tes 2 opus melvilliens. Vous êtes retrouvé à cause de cette origine melvillienne de votre musique, vous vous êtes retrouvé souvent à faire des sortes où on vous a proposé des variations sur, en quelque sorte, ces matrices qui étaient l'Armée des Ombres et le Cercle Rouge. Il faut croire que ces films-là ont marqué les esprits des cinéastes au point de vous demander à vous, en quelque sorte, presque un geste maniériste, c'est-à-dire de reprendre, d'étendre, de développer ou d'imaginer une suite, en quelque sorte. Oui, c'est ce qui s'est passé avec le film de Cyril Lotti. Oui, parce que là, on ne parlait que principalement de Jean-Pierre Melville. Donc quand il m'a proposé ça, moi, j'étais ravi parce que je suis allé rechercher dans ma mémoire et j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver l'ambiance principalement du Cercle Rouge, mais un petit peu de l'Armée des Ombres aussi, avec des passages de violoncelle et de harpe. Mais donc si vous voulez, en effet, c'était un prolongement, mais un prolongement avec... Il y avait eu un stop, un arrêt de 50 ans, un demi-siècle. Voilà. Et hop, il me demande de faire la musique de son documentaire sur Melville. Donc pour moi, je ne pouvais pas faire autrement que de faire la continuité orchestrale et des timbres et des couleurs qu'il y avait dans le Cercle Rouge. Sauf que le rapport de génération s'était inversé, c'est-à-dire qu'en 1969, tu étais un jeune homme, et là tu te retrouves, c'est toi qui es l'autorité. Je suis un vieillard, c'est ça que tu veux dire? Je ne me serais jamais permis de dire quelque chose de semblable. Je veux dire, le rapport de génération s'était inversé, c'est-à-dire que c'est toi qui représente l'autorité, c'est toi le trait d'union avec Melville, et qui est un cinéaste d'aujourd'hui qui vient de chercher de façon référentielle. Oui. J'aime les réponses concises. Oui, mais Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Tu es en train de faire la demande de la réponse. Alors, bon. Tu es un génie. Oui. Oui. On a avec nous aujourd'hui, parce que non seulement Éric a écrit cette partition, mais il a aussi écrit avec en tête des solistes particuliers. Et on a la chance d'avoir avec nous 2 de ces solistes, et je voudrais qu'on les accueille avec une ferveur mais totale. Le premier d'entre eux est un grand musicien, il est aussi par ailleurs, au-delà d'être un pianiste pyrotechnique, il est aussi compositeur, et notamment compositeur pour l'image, puisqu'il a travaillé notamment avec Noémie Lovski, Jeanne Labrune, et évidemment Alain Resnais, qui était son complice sur 2 films, on connaît la chanson
et pas sur la bouche. Et c'est un amoureux fou de la musique populaire et savante, une sorte d'agent double un tout petit peu entre Schoenberg, si vous voulez, et Francis Lopez. Il s'appelle Bruno Fontaine. Et le deuxième est un trompettiste du Nouveau Monde, mais qui voit presque son art comme une fenêtre ouverte sur le monde. Il est franco-suisse, d'ailleurs, je pense. D'ailleurs, après Daniel Humer, d'ailleurs, la Suisse est un fil rouge de cet après-midi. Et il a enregistré tout récemment 2 albums qui s'appellent Rollin et Clap et qui sont un peu une déclaration d'amour intime aux musiques de cinéma, notamment aux musiques qui ont façonné sa vocation. Et elles sont en l'occurrence signées Michel Magne, Ennio Morricone, Philippe Sard et évidemment Éric de Marsan, Éric Truffaz. Est-ce que, messieurs, peut-être Bruno, racontez-nous peut-être d'abord en 2 mots, avant de vous mettre à vos instruments, ce que ça vous a fait après avoir admiré l'écriture d'Éric, après l'avoir découvert sa musique lorsque vous étiez enfant ou adolescent, ce que ça vous fait de vous retrouver en studio avec lui. C'était magique, hein, parce que moi, Éric le sait, mais j'ai été biberonné notamment aux 2 scores que tu as écrits pour Melville. Et moi, je sais par exemple qu'une des choses qui m'a foudroyé quand j'avais vu le Cercle Rouge la première fois, c'est, tu sais, ce petit thème où tu as des cordes dissonantes qui partent, et puis avec ce piano sublime qui fait... Et ce thème-là m'avait absolument assis par terre, et je l'adorais. Et quand tu nous as appelés, il y a 5 ans maintenant, pour faire ce travail autour de Melville et sur ta musique, c'était un peu le cercle rouge qui se finissait. Voilà, Éric. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est un peu particulier parce que je suis tombé amoureux de la musique d'Éric par Belle et Sébastien, qui est une des premières séries la première série que j'ai regardée. Et puis après, j'ai rencontré Éric à Cabourg lorsqu'il était président. Il dirigeait. Il avait un œil sur C'était un festival du cinéma, donc il était responsable de la musique, voilà. Et puis là, c'est ma compagne qui m'a présenté, puis on a fait un petit pique-nique dans l'hôtel, où j'ai amené des olives et puis des tomates séchées. Et c'est comme ça que j'ai connu Éric et sa compagne Sibylle, que j'aime beaucoup. Voilà. Tu peux nous fredonner le thème de Sébastien ? Moi, je peux surtout le jouer, quoi. Ça fait un peu fin de mariage, hein. Et ce qui m'a le plus, impressionné, c'est quand Éric m'a dit qu'il avait écrit cette musique en 15 minutes. Voilà. Moi qui mets des semaines à trouver une petite mélodie, j'étais très impressionné. Maintenant, on va jouer
Gerbier. On va jouer en premier une musique composée pour l'hommage à Melville, Ouais. et puis le thème de Et Gerbier. le thème de Gerbier. Voilà. Éric Truffaz, Bruno Fontaine, on applaudit.